Les Libanais, ils sont forts dans la persuasion. Les Libanais, ils sont très forts dans la persuasion. Tu es devant un Libanais qui doit te vendre une chaise. Tu as l'impression que c'est la dernière chaise qui reste. Pourtant, ils ont des stocks. Tout ça, c'est la persuasion. Il doit te pousser à acheter. C'est ça la persuasion. Et la persuasion, il y a 3 niveaux de persuasion. Vous, en tant qu'entrepreneur, moi, souvent, quand un prospect il m'appelle et qu'il achète un produit, peu importe, on lui offre un petit cadeau dessus. On lui donne. Souvent, tu viens de bloquer carrément le prospect. Il a acheté normalement pour 50 000. Mais toi, tu lui donnes un cadeau supplémentaire. Ces cadeaux-là vont créer ce qu'on appelle la réciprocité. Partout, les gens ils savent qu'il y a des policiers, les gens deviennent sages. Même s'il est seul là-bas, il ne fait rien. Mais dès qu'on voit un policier là-bas, on devient sage. C'est une figure d'autorité. Parce que sa parole ou bien sa présence peut influencer le comportement des gens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'est là maintenant que les gens vont utiliser pour manipuler d'autres. Vous comprenez maintenant la manipulation? Les gens vont utiliser des figures d'autorité, ceux qu'on respecte. On va dire oui, si tu n'as pas iPhone, tu n'es pas branché. Donc tout le monde maintenant, on va diriger le choix des gens parce qu'il y a des stars. iPhone va fabriquer des téléphones et puis va donner aux stars. Et les stars, vous allez voir toutes leurs photos face miroir, iPhone. Donc toi, c'était pas, en fait, c'était pas ton choix. Quand tu es né, tu connaissais pas iPhone. Mais tellement c'est le choix d'autres personnes, ils ont tellement, tu vois, qu'ils ont choisi iPhone. Tes amis iPhone. Ta copine va te demander iPhone. Donc toi, tu vas pas, non, donc tout est iPhone. Ta copine a iPhone. Les filles, là, toutes leurs copines ont iPhone. Donc si elles veulent demander quelque chose à leurs copains, elles vont demander iPhone. C'est pas un choix personnel en fait. Nous sommes influencés dans nos décisions par d'autres personnes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau livre. Le livre s'appelle Influence et manipulation dans sa version première. Après, il y a une version revue, corrigée, augmentée, dont l'auteur a appelé Influence et persuasion. Alors, dans sa version première, c'était Influence et manipulation. Mais en Afrique, surtout pas en Afrique, de manière générale, chez les francophones, quand on parle de manipulation, manipuler, donc, les gens, c'est quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est un peu... Ça sonne mal, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une connotation négative, quoi. Donc, je pense qu'ils ont revu ça, alors qu'en réalité, la manipulation, c'est la persuasion. Persuader, et c'est très important pour que j'arrive à expliquer ça, pour que les gens comprennent d'entrée de jeu. Il y a une grosse différence entre persuader et convaincre. Convaincre, c'est de faire accepter l'idée. C'est ça, convaincre. Persuader, c'est de pousser à l'action. C'est la différence. Je peux te convaincre que la cigarette est mauvaise pour la santé. Donc, je réussis à te convaincre que la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Donc, voilà, je réussis à te convaincre. Mais est-ce que tu vas arrêter de fumer? Si tu n'arrêtes pas de fumer, au moins j'étais convaincu. Mais je n'étais pas persuadé. Donc, convaincre, c'est arriver, tu m'expliques des choses. Ah, ok, d'accord, oui, c'est vrai. Mais est-ce que je le fais? Tu as un produit, tu es un vendeur. Tu as un produit entre les mains. Tu arrives à expliquer que le produit est bon pour le prospect qui est en face de toi. Il est convaincu que ton produit est bon. Mais s'il ne l'achète pas, est-ce qu'il est persuadé? Vous avez compris la différence entre convaincre et persuader. Donc la persuasion, c'est motivé par l'action. C'est motivé par l'action. Alors que convaincre, c'est juste par l'idée. Donc l'auteur a écrit ce livre-là, Influence et persuasion. Ce sont des armes que vous pouvez utiliser. Ce livre est très puissant et est applicable dans plusieurs domaines. À commencer par la religion, par la politique, par le marketing, la vente, le business. Beaucoup de domaines ont utilisé et utilisent ces techniques qui sont dedans. L'auteur Robert Cialdini est connu, très grand expert dans le domaine de la psychologie humaine. Il a écrit plusieurs autres livres. Mais ce livre, c'est son livre le plus connu. Il a appelé Influence et manipulation. Alors, extrêmement important, vous allez vous demander, bon, vous en tant qu'entrepreneur, pourquoi vous devez manipuler les gens?
Parce que, comme je le dis toujours dans le monde francophone, manipuler, ça sonne toujours mal. Mais nous sommes tous manipulés. Actuellement, que tu le veuilles ou pas, tu es manipulé par des politiciens. Vrai ou faux? Les politiciens manipulent les gens. Tes imams, tes pasteurs te manipulent. Tes enfants te manipulent. Toi-même, tu manipules tes enfants. Ta femme te manipule. Toi-même, tu manipules ta femme. Nous sommes dans un monde où tout est manipulé. C'est-à-dire que tout est persuadé. Nous tous faisons quelque chose parce que nous sommes persuadés à le faire. Si tu veux que ton enfant travaille beaucoup à l'école, il ne faut pas le convaincre qu'il doit beaucoup travailler à l'école. Il faut le persuader. Tu peux expliquer à ton enfant, et lui-même ton enfant, il connaît qu'être bien à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, travailler, tout ça là, c'est bien. Il est convaincu que l'école est bien. Mais est-ce qu'il est persuadé? Est-ce que réellement il va se mettre au travail dur? Là, il faut le persuader. Il faut le manipuler. Si vous voulez le mot, mais il faut le persuader. Il faut arriver à trouver les mots pour le persuader à ce qu'il se mette au travail et se mette dans l'action. Une femme également, ton mari sait que telle chose c'est bien pour toi. Il est convaincu que s'il te donne ça, voilà, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va motiver vraiment l'action? Vous comprenez maintenant? Donc il faut de la persuasion. Les politiciens sont les plus grands manipulateurs. C'est pas mauvais encore parce que quand on dit, à chaque fois qu'on entend le mot manipulation, ça sonne très mal dans la tête, surtout chez les francophones. Les politiciens sont les plus grands manipulateurs. Manipulateurs, ce n'est pas ce côté négatif là. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont persuadés. Ils peuvent te parler jusqu'à tu sors même dans la rue te faire tuer. Comment les gens... Oui, vous n'avez pas vu qu'en Afrique, les gens se font... Elle dit que les gars sont prêts à mourir pour tel ou tel président ou bien tel ou tel opposant. Parce que le gars a parlé et les gens sont sortis. Comment? Ce n'est pas convaincre les gens. Il a réussi à persuader, à manipuler, à inciter à l'action par ses mots. Aujourd'hui, les politiciens en Afrique sont les plus craints parce que c'est des personnes qui sont très fortes. Sont des personnes très fortes. Il peut te parler jusqu'à... Tu oublies même tes soucis. Il peut te parler, tu vas te projeter, tu te vois... Ah non. Moi, j'ai écouté... Ça, on va entrer dans les détails tout à l'heure. Moi, j'ai écouté un opposant au Sénégal lors des dernières élections présidentielles. Je pense que c'est les élections présidentielles de 2019. Le gars, il a dit que le Sénégal a le pétrole. Imaginez que si on vend, et d'après les sondages, le pétrole du Sénégal est évalué à 22 000 milliards de dollars. Alors que nous ne sommes que 18 millions de Sénégalais. Donc si on divise les 22 milliards par 18 millions, mais chaque Sénégalais doit au moins avoir 10 millions dans son compte bancaire. Mais aujourd'hui, on voit que les jeunes Sénégalais ont même du mal à manger. Pourtant, normalement, chaque Sénégalais doit avoir au moins 10 millions dans son compte bancaire. Ce qui est sûr, si moi je prends le pouvoir, si tu es jeune Sénégalais, tu es à ta place. Le gars, en fait, il est en train de te faire comprendre que si tu le votes, tu auras 10 millions. Il ne t'a pas dit. Parce qu'un politicien, tu ne dois pas mentir, mais tu ne dois pas aussi dire la vérité. Ça, c'est le rôle d'un politicien. Tu ne dois pas mentir, mais tu dois éviter de dire la vérité. Dans tout ce qu'il a dit, il n'a pas dit que tu vas avoir 10 millions. Il dit qu'en temps normal, avec le pétrole qu'on s'apprête à exploiter, là, chaque jeune Sénégalais devait au moins avoir 10 millions dans son compte bancaire. Parce que si on fait le calcul avec les 22 000 milliards et puis les 18 millions de Sénégalais, si on fait le ratio normalement, chaque Sénégalais avait au moins 10 millions. Voilà pourquoi quand moi je serai Sénégalais, chaque jeune Sénégalais aura sa place. Il n'a pas dit chaque jeune Sénégalais aura 10 millions. Vous voyez, il faut bien écouter les politiciens. Sinon tu risques de te tromper parce qu'eux, ils vont dire quelque chose qu'ils n'ont pas dit. Ils vont juste te faire croire ou bien te faire penser à ce qu'ils ont dit sans le dire. Voilà pourquoi les hommes politiques, ils sont très forts en persuasion. Ils vont te dire des choses, ils sont forts. Les guides religieux sont forts. Les entrepreneurs sont forts. Les Libanais, ils sont forts dans la persuasion. Les Libanais, ils sont très forts dans la persuasion.
Tu es devant un Libanais qui doit te vendre une chaise. Tu as l'impression que c'est la dernière chaise qui reste. Pourtant, ils ont des stocks. Tout ça, c'est la persuasion. Il doit te pousser à acheter. C'est ça la persuasion. Et la persuasion, il y a 3 niveaux de persuasion. Pour éviter donc, dans les prochains mots, si je parle de manipulation, il ne faut pas le prendre négativement. C'est juste de la persuasion. Pousser les gens à l'action. Ce n'est pas convaincre, oui, d'accord, non. C'est pousser les gens à l'action. Ça, la persuasion. Donc, si je dis manipulation, ça veut dire persuasion aussi. Il y a 3 niveaux. On va voir le premier niveau. Alors, dans chaque niveau de persuasion, il y a 2 techniques de persuasion ou de manipulation. Nous allons voir, Robert Cialdini a décrit plusieurs techniques de manipulation. Il y a plusieurs techniques pour manipuler. Je vais vous révéler 6 aujourd'hui. Je vais vous révéler 6 techniques de manipulation. Et les 6 sont catégorisés en 3 catégories. Première catégorie de manipulation, le premier niveau de manipulation, on dit c'est pour cultiver la relation. Pour cultiver la relation. Première catégorie, c'est-à-dire que le premier niveau de la manipulation, c'est de cultiver la relation. Une relation, n'importe laquelle. Je ne parle pas d'une relation amoureuse ou bien une relation parentale, non. Peu importe la relation. Si vous voulez cultiver la relation, si vous voulez améliorer votre relation, vos relations interpersonnelles avec les gens, si c'est en famille par exemple, avec des amis, ou bien à un haut niveau, au niveau des institutions, ou bien au niveau des entreprises, tu es chef d'entreprise, tu as des employés, ou bien tu es un employé, tu as des collègues, tu as des supérieurs, tu as des subordonnés, peu importe, ou bien tu es un homme politique, tu as des sympathisants, tu as des militants, ou bien même, peu importe, si tu veux cultiver la relation, si tu veux cultiver la relation, si tu veux que tu vas avoir de bonnes relations, c'est ce que ça veut dire. Donc, pour cultiver la relation, il y a 2 techniques de manipulation que les gens utilisent. Et ce que je l'ai dit que c'est de la famille là, frère, soeur, maman, papa, enfant, amis, jusqu'à dans les entreprises, partout. C'est la même chose, les politiciens, les hommes d'affaires, partout. Voilà, les guides religieux. Pour cultiver la relation, ils utilisent ces 2 techniques de manipulation. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur que je suis en train de former ici, et vous, en tant que conférencier, les futurs conférenciers que j'encadre ici, vous allez comprendre ça, comment vous allez utiliser ça. Parce que pour cultiver des relations avec les gens, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas aller loin. Première stratégie pour cultiver la relation, c'est la réciprocité. La réciprocité, c'est le premier outil de manipulation pour cultiver une relation. Si tu veux avoir de bonnes relations, tu dois utiliser la réciprocité. La réciprocité, c'est quoi? La réciprocité, c'est quoi? Selon vous, la réciprocité, c'est quoi? La réciprocité, c'est-à-dire que réciproque. Réciproque. Voilà, c'est-à-dire que la réciprocité, ce que je fais avec toi, tu le feras aussi avec moi. Ou bien ce que tu avais fait avec moi, je vais aussi le faire avec toi. C'est ça la réciprocité. Comment utiliser la réciprocité pour cultiver une relation? Vous voyez souvent, c'est là maintenant on entre dans les détails. Vous restez comme ça dans un village et un homme politique il débarque. Il dit que moi j'aime trop ce village-là, je vais vous offrir un forage. Un homme politique qui offre un forage, il vient, il fait forage, il fait un petit pont de 2 mètres comme ça, et puis il dit que je vous aime beaucoup. C'est vrai? Il dit que je vous aime beaucoup. Il arrive dans ton village, il fait forage. Et puis donc, il achète une moto, une voiture au chef du village. Il dit que je vous aime beaucoup. Il le fait ça. 6 mois plus tard, vous entendez qu'il y a des élections. Et il vient, il dit que vraiment,
Vous savez, vous, je vous aime beaucoup, je vous ai toujours aimé. Et avant même de parler, c'est le chef de village qui se lève d'abord. Il dit, Samba Diallo que vous le voyez là, Samba Djeri Diallo, c'est lui, l'eau que vous buvez depuis 2 ans là, ou bien l'eau que vous buvez depuis 6 mois là, c'est lui qui nous a mis le forage là ici. Lors des dernières fêtes, il a envoyé 2 moutons. C'est lui qui a fait ça. C'est le fils du pays. C'est le fils du village. Donc, ce que vous devez savoir, voilà sa photo. Le jour où vous devez voter là, regardez sa photo là. C'est ça là. C'est ça, vous prenez, vous mettez dans l'enveloppe. C'est sa photo, c'est lui. La photo de celui qui nous a donné de l'eau à boire là. C'est lui sa photo. Donc c'est lui, il faut voter. Il a fini. Toi, tu as dit, vraiment, moi, je vous aime beaucoup. Entre vous et moi, c'est une relation sincère. Il n'y a aucune relation sincère. Un politicien n'a jamais de relation sincère. Nous tous savons. Tout ce qu'il fait pour vous, c'est réciproque. Et lui, il anticipe. En fait, ici, est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il vous a convaincu? Non. Il vous a persuadé. Parce que là, psychologiquement, si tu ne le votes pas, c'est-à-dire que ce qu'il a fait va motiver l'action même. Ce n'est pas juste... Vous voyez, on est allé au-dessus de convaincre quelqu'un. Hein. Je ne suis pas venu te dire que non, je t'aime beaucoup. Non. Si je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup, ça n'a pas de sens. Si un autre il vient, il fait un discours, et puis il y a un autre qui vient, qui fait forage, qui vient de démontrer son amour. C'est celui qui a fait forage. Lui, il est venu avec une technique de persuasion, de manipulation très puissante. La réciprocité, c'est la force de la générosité. Si tu n'es pas généreux, si tu ne donnes pas, on ne te rendra pas. Si tu ne donnes pas, on ne te rendra pas. Voilà pourquoi dans tous les domaines, je vous dis, dans tous les domaines, les gens utilisent. Quand je vous parle déjà de la politique, vous savez que c'est très puissant. Si je ne parle même pas des relations amicales, ainsi de suite. Il y a des histoires très très puissantes qu'après je vais vous raconter. Je ne veux pas que ça passe sur Internet. Mais il y a des histoires très très puissantes basées sur la réciprocité. Je veux une histoire très très simple. Vous savez, il y a des pays là, même cette histoire, non, je vais laisser. L'histoire de l'Éthiopie avec le Vietnam, avec les Vietnamiens. Je vais aussi vous raconter ça. Je ne veux pas que ça passe sur Internet. Parce que ce sont des choses qui démontrent la générosité. Et peu importe le problème que vous allez avoir, peu importe l'ennemi, on s'en fout. Lui, c'est notre allié. Qu'il a tort, qu'il a raison. Quand on était en difficulté là, c'est lui, il est venu nous tendre la main. Point. Ne lui touchez pas. C'est tout. C'est la réciprocité. On va le soutenir parce que lui, quand on était en difficulté, il nous a soutenus. C'est terminé. Très récemment, j'ai appris aussi l'histoire d'une femme comme ça, qui a accepté d'épouser un monsieur qu'elle ne l'aimait pas du tout. Juste parce que le monsieur avait dépensé beaucoup d'argent pour participer aux soins de sa maman. C'est tout. Juste pour ça, la fille n'aimait pas le monsieur. Hein. Il y avait un jeune homme là qui était beau gosse, tablette de chocolat, tout. Mais le geste que le monsieur a fait là, c'est plus fort que l'amour. La réciprocité. Ici au Sénégal, les gars ils sont forts. Vous partez à Île de Gorée ou bien vous partez un peu vers Lac Rose. Les dames qui vendent des bracelets de 200 francs, elles te voient directement, elles t'offrent un bracelet gratuit. Quand elle te voit, bonjour, ça va, Nandef, si tu ne comprends pas, elle te donne un bracelet. Elle sait que toi, tu es là, tu es un touriste, tu es là. Elle te donne un bracelet gratuit. Vraiment, tu es bienvenu payer des terangas, et ainsi de suite. Dès qu'elle t'a remis le bracelet, là, tu vas voir, elle va commencer à marcher derrière toi. Elle ne t'a pas demandé de l'argent. Maintenant, elle commence à marcher derrière toi seulement. Partout où tu marches sur l'île, là, tu tournes, la dame est là. Tu marches un peu, tu tournes, la dame, elle est là. Tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe?
Après, tu te souviens que c'est elle qui t'a offert cadeau tout à l'heure là. Après, tu veux lui donner de l'argent. Toi, tu dis, oui, madame, ça va, prenez 1000 francs. Elle dit que non, 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 non. Moi, vraiment, c'était un cadeau que je t'ai offert. Donc, si tu veux, achète juste des bracelets. Tu vas te mettre à acheter, tu risques d'acheter pour 10 000. Parce que bracelet qu'elle t'a offert là, normalement, le prix normal de ceux qui savent, c'est 200, 250, 300. Mais comme tu es touriste et que tu dis, bon, maintenant, elle sait que tu es obligé d'acheter. Dans ta tête, tu seras obligé d'acheter. Donc, tu demandes ça coûte combien, elle va te dire ça coûte 5 000. Un bracelet, normalement, c'est 200 francs ou 500 francs. Mais elle dit, si tu veux 1000 francs, elle dit que non, 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 non. C'est juste un cadeau. Donc, si tu veux vraiment faire des souvenirs, tu achètes juste un ou deux bracelets. Tu te retrouves à acheter un bracelet à 5 000 ou acheter 4 bracelets, tu as laissé 20 000 comme ça. Parce qu'en temps normal même, si tu partais sans acheter, tu allais partir avec une dette. Tu allais partir avec une dette dans ta tête. Parce que ce qu'elle a fait, pour te libérer de la dette, tu es obligé d'acheter. C'est toi-même qui viens de prendre une dette. Donc, en réalité, c'est comme un cadeau empoisonné même. Un cadeau psychologiquement où tu vas te créer une prison. La réciprocité. Vous, en tant qu'entrepreneur, moi, souvent quand un prospect m'appelle et qu'il achète un produit, peu importe, on lui offre un petit cadeau dessus. On lui donne. Souvent, tu viens de bloquer carrément le prospect. Il a acheté normalement pour 50 000. Mais toi, tu lui donnes un cadeau supplémentaire. Ce cadeau-là va créer ce qu'on appelle la réciprocité. Il va, oui, non, lui, moi j'ai un ami là, il est très bon. C'est avec lui que j'achète souvent telle chose. J'ai conseillé un de mes amis qui vend des costumes. Il dit, ah, mais toi, les cravates, ça coûte combien? Il dit que les cravates chez lui, ça coûte entre 5 000 et 10 000. J'ai dit, mais si quelqu'un achète costume de 100 000, offre-lui une cravate de 5 000. Il dit, ah bon? J'ai dit, donne, tu vas voir. J'ai dit, si tu veux, serre la ceinture. C'est la meilleure publicité. Prends 50 cravates comme ça. Ça te coûte cher quand même, je sais. Mais chaque client qui vient acheter costume de 100 000 là, offre-lui une cravate de 5 000. Offre-lui une cravate de 5 000. Il a fait ça pendant 2-3 mois. Au 4e mois, la plupart des personnes qui venaient dans sa boutique venaient par recommandation. À partir du 4e mois, la plupart des gens qui revenaient dans sa boutique revenaient par recommandation. Oui, ça va. C'est un ami burkinabé. Il dit, oui, ça va. Mais il y a l'autre là qui m'a donné ton numéro. Il m'a même envoyé l'adresse GPS. Hein. On m'a dit que vraiment, vous êtes les meilleurs ici. Hein. Il dit, oui. La plupart des ventes qu'il a eues à partir du 4e mois, il a fait ça pendant 4 mois. Après le 4e mois, toutes les ventes qu'il a eues par là-bas, là, c'est par recommandation. Parce que le cadeau que tu viens de faire à quelqu'un, là, la personne, c'est une dette. Et la personne cherche un moyen pour te rembourser. Même si ce n'est pas lui qui va acheter, il va quand même dire à ses amis. Vraiment. Et puis, il dit à ses amis-là que si tu arrives là-bas, tu lui dis que c'est M. Job. Dis c'est M. Job, dis-lui que c'est M. Job. Parce que le cadeau que tu l'as fait, il cherche un moyen vraiment pour montrer sa reconnaissance. C'est la meilleure publicité. Hein. Quand je vous dis que non, quelqu'un achète pour 50 000, donnez-lui un cadeau, là, ce n'est pas pour rien que je vous dis de faire ça. Sur le court terme, tu perds. Mais sur le long terme, tu gagnes. C'est la réciprocité. Et les êtres humains, un être humain normal dans son esprit, j'ai dit, il y a des gens qui sont pas, il y a des êtres humains qui ne sont pas normaux. Mais un être humain normalement constitué, si on lui offre quelque chose de gratuit, il y a un devoir de réciprocité. C'est ce que je veux que vous compreniez, vous, en tant qu'entrepreneur. Si vous n'avez rien à offrir à quelqu'un, personne ne vous est redevable de quelque chose que ce soit. Et nous, les créateurs de contenu, par exemple, nous qui faisons les vidéos sur les réseaux sociaux, maintenant, on ne le fait pas trop, mais bon, on le fait sous une autre forme. Mais avant, ce qu'on fait beaucoup, c'est que tu viens, on va te dire que va télécharger un livre gratuit. On va te dire quelque chose de gratuit que tu vas télécharger. Regarde dans le premier lien de description là,
Il y a un e-book gratuit que tu vas télécharger. Dès que tu cliques, tu télécharges. Demain, les mails commencent à bombarder. On commence à te bombarder des mails. Moi, j'ai des entrepreneurs là. J'ai téléchargé leur un seul e-book, mais chaque jour, je reçois au moins trois mails. Ils te bombardent seulement jusqu'à... J'ai même, quand j'ouvre ma boîte mail même, je vois que des mails de ces gars-là. Ils t'ont, pour le petit cadeau qu'ils t'ont offert là. Et même à part ça, les séminaires, les conférences que j'organise dans plusieurs pays, les gens ils ne viennent pas parce que je connais beaucoup de choses. Mais le peu que je connais, je donne. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens, ça démontre, en fait, ça fait en sorte que tu deviennes quelqu'un avec, si vous voulez, essayez de savoir. Faites cadeau aux gens. Mais une femme qui ne vous aime pas là, commencez à lui faire cadeau. Tu achètes, par exemple, tu vois une femme, tu vois, celle-là, celle assise à côté de toi là. Tu lui donnes 50 000 comme ça. Donne-lui 50 000. Demain, tu donnes encore 50 000. Tu l'invites, elle va manger. Elle mange tout ce qu'elle veut. Shawarma, hamburger, elle peut même emporter, elle n'a qu'à faire. Ce n'est pas grave. Tu la déposes devant chez elle et tu lui donnes encore argent de transport. Tu l'amènes jusqu'à devant sa maison et puis tu lui donnes encore argent de transport. Tu es en train de conquérir son cœur. Même si tu ne la dis pas, je t'aime, elle-même va commencer à t'aimer. Parce que tu as posé des actes qui veulent également leur équivalent. La réciprocité. Je vous dis, c'est pour cultiver la relation. Je ne dis pas que c'est seulement une relation amoureuse. Hein. J'ai bien dit, relation politique, relation entre pasteurs et ses fidèles. Vous voyez, si tu vas rendre visite à ton guide spirituel, il ne faut pas venir 10 doigts. Il ne faut pas venir 10 doigts comme ça. C'est pas intéressant. Pour toi, si tu viens avec 10 doigts, là, vraiment, il ne faut même pas perdre 1 minute pour prier pour toi. Même s'il prie pour toi, là, ce n'est pas une prière de qualité. Tu amènes beaucoup. Tu amènes un mouton, un bœuf. Si tu amènes 10 bœufs, il y a aussi la quantité de prières qui correspond à ça. Parce que c'est réciproque. Nous sommes dans un monde de réciprocité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour cultiver la relation humaine, là, les relations humaines dans lesquelles nous sommes là, c'est réciprocité. C'est la réciprocité qui fonctionne. Tu ne donnes rien à quelqu'un, tu veux que quelqu'un te donne quelque chose. Tu veux qu'il perde du temps pour toi, pourtant toi tu lui as rien donné. Après lui va commencer à... C'est un monde de réciprocité. Et si tu comprends ça de façon générale, c'est pour cela dans la méthode Pharo, vous voyez que nous on essaie d'ouvrir l'esprit des gens pour comprendre d'abord les choses, comment ça fonctionne. Et ensuite, tu peux l'appliquer dans plusieurs domaines. Quand je commence mes conférences, il y a ceux qui suivent mes conférences, ils savent ce que je fais. Parfois, je donne mes livres gratuitement d'abord avant même de commencer ma conférence. Après, les gens disent, mais Lucas, là, comment... Je dis, non, moi, je ne vends pas mes livres. C'est des livres payés, mais vous avez déjà payé pour venir. Donc, le seul fait que vous avez payé pour venir, là, prenez mes livres. Je leur donne. C'est payant, mais prenez. Toute la conférence, les gens restent très attentifs. À la fin, si je propose un programme de formation là-bas, la moitié achète. À la fin, peu importe ce que je vais dire, les gens adhèrent. Parce que j'ai d'abord démontré que je ne suis pas juste venu pour prendre. Tu donnes d'abord. C'est extrêmement important. Si tu as ça dans ton esprit, en tant qu'entrepreneur, tu évolues vite. Tu penses que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois seulement prendre. Prendre. Non. Il faut arrêter d'être un entrepreneur. Il faut devenir un entredonneur. Quand tu donnes, tu es sûr que tu vas recevoir. Sous une autre forme, peu importe. Parce que tout ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que tu donnes de l'argent et tu vas recevoir de l'argent. Sous plusieurs formes. Des gens qui vont te bénir, tu vas aider des orphelins qui vont vraiment... La nature même ne veut pas... La nature même fait de ça, de compensation. S'il y a le plus, il y a le moins. Voilà, il y a les ondes positives, négatives. Il y a homme-femme. Il y a pile-face. Le monde est fait comme ça pour qu'il y ait eu compensation. Donc, si tu es quelqu'un qui ne donne pas, tu ne peux pas recevoir.
Il y a des gens qui disent que je n'ai pas beaucoup, donc je ne peux pas beaucoup donner. Non, qui t'a dit qu'il faut donner de l'argent? Tu peux donner de ton temps. Tu peux donner de ce que tu connais. Par exemple, moi, je n'ai pas d'argent à donner à tout le monde, mais j'organise beaucoup de formations gratuites pour les gens. Est-ce que je dis qu'il faut forcément donner de l'argent à quelqu'un? Non. Donne quelque chose qui a de la valeur juste pour la personne qui est en face de toi. Tout ce que je connais, je donne. Et aujourd'hui, c'est l'argent maintenant, l'équivalent de ce que j'ai donné en connaissance est en train de revenir sous forme d'argent. Et il y a des choses que j'ai données en argent qui reviennent sous forme de bénédiction. Voyez un peu. Ce n'est pas tout. Donc, si tu veux cultiver, donc première chose, je pense qu'on se comprend. Le but du livre, si tu veux cultiver des bonnes relations, apprends à donner. Si tu veux cultiver seulement les bonnes relations, même à tes frères, tes soeurs, tes enfants, tu es même un enfant. Il faut offrir des choses à ton papa. Ce n'est pas seulement c'est ton papa seulement qui va te donner. Même si c'est dans l'argent de ton papa qui t'a donné là, fais un effort. Si ton papa te donne 10 000 par mois ou 5 000 ou bien 50 000, il te donne un peu. Ce qu'il te donne un peu là, même si tu prends 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs dedans, le jour de l'anniversaire de ton papa ou bien le jour où tu as accumulé, achète à ton papa un petit collier, petite lunette, petit chapeau, papa, franchement, merci. Vous allez voir que ta relation avec ton père sera différente des autres enfants. Voilà pourquoi le seul fait même d'être dans la méthode phare, les gens commencent à faire même les choses différemment. Ce n'est pas ton papa qui doit tout le temps te donner. Mais si tu es un enfant qui comprend le principe des relations humaines, qui est la réciprocité, qui n'est pas seulement de prendre, mais de faire un effort aussi pour donner. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est le geste, c'est l'intention. Tu donnes un petit truc comme ça. Ça change ta relation avec les gens. Même quelqu'un qui ne t'aimait pas, même tes ennemis, même les personnes qui te détestent. Mais comme tu as beaucoup donné, la générosité va faire fléchir leurs mauvaises attitudes. Les gens qui avaient même des mauvaises attitudes là, si tu es généreux là, ta générosité va faire fléchir leurs mauvaises attitudes. On se comprend. Pour cultiver la relation. Il y a un deuxième élément pour cultiver la relation. Après, on va passer à autre chose. C'est l'empathie. Pour cultiver la relation, deuxième élément, c'est l'empathie. L'empathie, c'est votre capacité à vous mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire à comprendre le point de vue de l'autre. Si tu me dis, peu importe ce que tu me dis, peu importe ma croyance, peu importe ta croyance, mais si tu me parles de ce que tu vis, il ne faut pas que je fasse, c'est comme si je suis insensible à ça. Non. Ce n'est pas que je te donne raison. Je dis souvent en politique, l'empathie. L'empathie, c'est deux choses. Hein. C'est très vaste, c'est très compliqué, mais je vais détailler ça sous autre forme, dans d'autres formations. Mais je vais donner juste des exemples. Je suis en train de donner de façon superficielle pour qu'on avance, parce que vu qu'on a 1 heure, Malcolm, on est à combien de temps? 30 minutes, vous voyez. C'est 3 niveaux. Et on n'a même pas fini le premier niveau. Il y a 6 techniques de manipulation. On n'est que sur le deuxième, il est déjà 30 minutes, donc je vais faire de mon mieux pour donner le maximum en 1 heure de temps pour qu'on puisse publier, quoi. Le reste, on peut travailler entre nous. L'empathie. Si tu es les politiciens, si tu es dans un débat politique avec des gens, si ton adversaire politique en face de toi, il dit que oui, bon, vous, au niveau des partis, c'est vous qui êtes actuellement, vous êtes aux affaires. Et on a vu que vous êtes incapable de gérer telle situation. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Si tu te prends négativement aux gens, l'adversaire en face de toi, il va réagir. Parce que de la manière dont tu réagis, il va réagir comme ça. Maintenant, si toi, parce qu'ils sont aux affaires, ils ont tous les instruments de l'État entre leurs mains, ils peuvent vous faire du mal. Donc si tu réagis négativement, ils vont réagir comme tu as réagi. Ils vont aller voir qui sont les membres de vos partis, vos militants, est-ce qu'ils ont des entreprises. Ils vont aller commencer à traquer les entreprises de vos militants, essayer d'affaiblir les militants, de créer des procès sur les militants, ainsi de suite. On sait comment ça se passe. Mais si tu es quelqu'un qui est membre de la méthode phare et qui comprend l'empathie. Bonjour. Tu dis que, alors,
Avant de parler, je tiens vraiment à féliciter le travail que Bassirou Diomaye Faye a entrepris depuis qu'il a pris le pouvoir au Sénégal. Tu es un opposant. Hein? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu te mets d'abord à leur place. Je félicite le travail qui a été fait. Un très bon travail. En très peu de temps, ils ont lancé le plan de redressement. Vous avez lancé le plan de redressement social et économique. Vous avez également vous avez effectué beaucoup de voyages. Vous êtes en train d'amener Mercedes pour installer ses usines au Sénégal. En tout cas, vous avez mené des actions qui sont saluées. Et franchement, sur ceux-là, nous vous encourageons. Première, c'est-à-dire qu'avant de les attaquer, il faut d'abord te mettre à leur place. Par contre, ce que nous, au niveau de l'opposition, nous ne sommes pas d'accord, c'est que le chômage des jeunes n'est pas résolu. Vous voyez un peu, il faut chercher à comprendre avant d'être compris. C'est ce que l'empathie veut dire. Si tu veux cultiver des bonnes relations, il ne faut pas que c'est seulement toi que les gens doivent comprendre. Ça ne marche pas. Vous avez compris? Si tu veux, à moins que toi, là, tu ne veux pas, tu vas être quelqu'un dans la société où tout le monde évite. Toi tu penses que le monde tourne autour de toi, tout là, c'est toi, on doit comprendre. Toi, tu ne comprends pas les gens. C'est ce que toi, tu dis seulement, les gens doivent écouter. C'est que les gens, ils font, toi, tu... Non. Il ne faut pas vivre, il ne faut pas être ce genre de personnes-là. Sinon, tu n'avanceras pas dans la vie. On parle, pour cultiver des bonnes relations sociales, cherche toujours à comprendre les gens. Toi aussi, tu as des problèmes. Mais les gens sont empathiques. C'est quand tu les comprends qu'eux aussi, ils vont chercher à te comprendre. Mais soit toi, tu ne nous comprends pas. Comment nous, on va chercher à te comprendre? Dans ces cas-là, même si le chef du gouvernement, le premier ministre Sonko, Ousmane Sonko, il veut réagir même négativement, mais il voit que cet opposant est logique. Il nous a d'abord salué par rapport au travail qu'on a fait, ainsi de suite. Et par contre, il nous a souligné un point. Là, on va prendre même ces reproches-là au sérieux. Parce que c'est quelqu'un qui nous a vraiment compris. Toi, tu ne comprends pas les gens et toi, tu veux qu'on te comprenne parce que toi, tu as aussi des projets. Toi aussi, Non, ce n'est pas comme ça du tout que ça se passe. Je tiens vraiment à souligner ça. Dans toutes les relations, même dans les relations de couple, là, si ton mari a des problèmes ou bien dans tel, toi, c'est l'argent seulement que tu veux. La femme, elle, à la fin du mois, c'est seulement son argent qu'elle veut. Ou bien, elle ne cherche rien à comprendre à la fin du mois ou bien à la fin de la semaine. Elle veut juste que tu lui donnes de l'argent. Ça, une femme comme ça, tu ne peux pas durer dans le foyer. Parce que tu ne cherches même pas à comprendre ton mari. Toi, tu veux que c'est toi qui te comprenne. C'est toi qui as des problèmes et c'est seulement tes problèmes qu'on doit résoudre. Non. Tu ne peux pas cultiver des relations dans ce sens, quoi. Il faut d'abord chercher à comprendre ton mari. Ah, vraiment, je vois que tu fais beaucoup d'efforts. La semaine dernière encore, tu nous as pris un sac de riz. C'est vraiment les efforts que tu fais pour cette famille sont louables. Et nous apprécions même les enfants, vraiment. À chaque fois, ils prient beaucoup pour que leur papa, les activités, ça marche. Mais tu sais, la rentrée des enfants, là, ça arrive bientôt. Vous voyez, là, le mari n'est pas idiot. Il va dire, ah, j'ai une femme qui me comprend, donc l'homme va encore redoubler d'efforts. Il ne faut pas dire que toi, tu ne fais rien. Ton mari rentre et tu dis que, tu sais, hey, Gaston, tu sais, la semaine prochaine, c'est la rentrée des enfants, non? Tu sais ça, non? Mais il faut inscrire les enfants à l'école. Leurs amis sont en train de s'inscrire déjà. Et puis, non. Tu ne peux pas durer dans une relation. Parce qu'une relation, ce n'est pas comme ça, quoi. C'est de l'empathie. Il faut comprendre d'abord l'autre. Si tu ne cherches jamais à comprendre l'autre, souvent même les entrepreneurs qui viennent me voir, qui ont des problèmes, ainsi de suite, je les pose beaucoup de questions et tout ce qu'ils vont me dire là, je vais essayer de les comprendre. Pourquoi? Si tu ne comprends, ça c'est extrêmement important. Ce que j'aime dans ce livre, c'est ça, quoi. Le livre, il t'apprend d'abord comment cultiver la relation. Empathie. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur. Comment faire pour que les gens te comprennent? Ou bien comment faire pour que les gens t'acceptent? Parce que c'est ça. Il y a deux choses.
il y a la similarité et puis il y a l'apparence. Si tu veux que les gens te comprennent, si tu veux être accepté facilement, si tu veux que les gens te comprennent facilement, il faut appliquer ce qu'on appelle la similarité et l'apparence. On commence par l'apparence. L'apparence, c'est quoi? Si vous passez dans la rue, vous êtes au volant d'une voiture, vous voyez quelqu'un, de vous à moi, vous voyez deux personnes arrêtées au bord de la route. Vous passez, vous voyez une première personne qui est habillée en t-shirt. La personne est habillée en t-shirt, jean déchiré. Et vous voyez un peu devant une autre personne qui est habillée avec costume, cravate, mallette en main. Si les deux font auto-stop là, vous allez vous arrêter devant qui? Hein? Vous arrêtez devant qui pour le prendre? Costume, cravate. C'est lui que vous... Parce que lui, son apparence fait ce qu'on le comprend. Parce qu'on suppose que lui, tu n'as même pas parlé, hein. Mais on suppose que lui, peut-être, il a un problème. Ce n'est pas normal que quelqu'un habillé, costume, cravate, soit arrêté comme ça en train de faire auto-stop. Donc, ton apparence amène les gens à te comprendre. Rien que quand tu soignes seulement ton apparence là, les gens, ils te comprennent. Quand tu es bien habillé, même quand un policier t'arrête là, souvent, moi j'ai raconté cette histoire et je n'étais pas seul, Fleury était avec moi. On était en train d'aller à Kaolack pour une conférence, on quitte Dakar donc très tôt le matin, à 5 heures. On monte dans la voiture, on franchit, après on arrive quelque part. On arrive au rond-point de EMG, rond-point EMG là. Il y a beaucoup de policiers là-bas comme ça. Et on savait, moi je savais que, voilà, là, si tu passes là-bas un peu tard dans la nuit, il y a beaucoup de policiers qui vont t'arrêter. J'ai dit à Fleury, dès qu'on descend là-bas, là, il faut nettoyer ton visage. Je commence à sourire, on commence à parler. J'étais habillé en costume, Fleury était habillé en costume. Et puis on causait, on sourit. On n'était pas comme ça, mais on savait qu'on allait rencontrer des policiers. Donc il fallait qu'on soit de bonne humeur pour qu'on se fasse comprendre facilement. On arrive, on cause, le gars, je descends la vitre doucement, et puis je descends rien, quoi. Je descends, ah, Jambar, Nadef, get na la guisde, yangifi. Après, le gars dit, damal. Il m'a même pas demandé, juste parce que mon apparence, j'étais souriant, j'étais joyeux, juste ton apparence. Vous allez voir des gens, leur visage toujours sérieux. Même si quelqu'un veut t'aider, tellement toi-même, on ne peut pas t'aider. Pour que les gens te comprennent facilement, sois toujours joyeux. Personne ne veut s'associer avec quelqu'un qui est toujours concentré, serré, froissé. Non. Pour que les gens, favoriser de l'empathie des gens. Pour que les gens soient... Il faut pas être... Oui. Pour bénéficier de la faveur, il faut avoir l'attitude, l'apparence. C'est ça. Il dit que quand on te voit, il faut que même ton apparence. Et cette histoire, quand même, je l'ai racontée déjà ailleurs, mais il faut que je vous raconte. En France, on a fait une expérience. Et dans l'expérience, vous voyez, dans la ville de Paris, les gens, ils marchent. Il y a beaucoup de personnes tôt le matin. Surtout les jours de travail, les gens, ils marchent. Il y a un monsieur, pour le besoin de l'expérience, la même personne, s'habille en t-shirt déchiré, tapette et jean déchiré. La personne marche en pleine rue de Paris et la personne s'écroule. Elle tombe. Il y a des personnes qui sont en train de marcher dans la rue. Quand ils arrivent, ils le regardent comme ça. On regarde de la tête jusqu'aux pieds et puis après, on contourne le gars et on continue. Le gars a fait presque 2 heures de temps au sol. Toutes les personnes qui arrivent la regardent comme ça et ils passent. La même personne, demain, s'habille en costume, cravate, mallette en main. Revient au même endroit et s'écroule. C'est comme il a eu une malaise. Voilà, donc la personne s'écroule. Dès qu'elle s'écroule, les gens le voient comme ça. Ils l'appellent. Les gens commencent à appeler. Oh oui. Il y a un haut cadre là. Les gens appellent. Même pas 20 minutes. L'ambulance est venue chercher le gars. Quand l'ambulance arrive, le gars il se lève. Il dit que c'est moi, hier, je suis tombé ici. Mais comme j'ai porté habit déchiré, vous m'avez laissé au sol pendant 30 minutes. Aujourd'hui, je change juste l'habit. Et vous m'avez secouru en 20 minutes. Ça veut dire quoi? Ton apparence, en fonction de ton apparence, on peut te sauver ou bien on peut te laisser mourir. Juste ton apparence. Juste ton apparence, les gens, tu vas bénéficier de l'empathie.
Vous comprenez ce que je... Juste ton apparence, tu vas bénéficier de l'empathie des gens. Ou bien, on te regarde comme ça, on te regarde de la tête jusqu'aux pieds. Souvent, vous allez voir des gars qui demandent de l'argent, mais ils sont bien habillés. Ils te demandent 1000 francs, tu lui donnes 5000. Parce que tu penses que lui-même, l'habit qu'il a porté là, normalement, il ne devait pas se retrouver à demander 100 francs pour Djanganjai, quoi. Mais, donc tu comprends. Tu dis que peut-être il est dans des problèmes. Tu supposes quoi? Tu supposes qu'il y a un problème, donc tu lui donnes même 5000. Pour toi, lui, il ne mérite pas de monter transport en commun. Lui, il mérite de prendre un taxi. Donc tu lui donnes même 5000. Parce qu'il est bien habillé, c'est tout. Premier élément de l'empathie, l'apparence. Deuxième, la similarité. La similarité, c'est quoi? Les personnes sont empathiques aux gens qui les ressemblent. Ce n'est pas d'un point de vue apparence, mais d'un point de vue appartenance. Je m'explique. Si aujourd'hui, et ça je l'ai remarqué moi-même, j'étais à Dubaï, on était allé dans un marché de Dubaï, là-bas, vers Deira, on arrivait dans un marché, on vend des tuniques là. On arrive, on se promène. C'était moi et quelques millionnaires que j'avais fait voyager avec moi à Dubaï en décembre là. Je les ai amenés dans un marché pour qu'ils font un peu des achats, souvenirs comme ça avant qu'on revienne en Afrique. On arrive là-bas, nous on est en train de parler français parce que tout le monde c'est arabe ou bien anglais. Et on marche là-bas, on parle français. Et il y avait des Marocains qui étaient là-bas, des Marocains qui vivaient en France, à Marseille. Ils étaient là-bas, ils nous ont entendu parler français. Hey, bonjour les gars, bonjour les gars. Nous on parlait français, on passait. Mais c'est eux qui nous ont appelés. Nous pensions qu'ils nous connaissaient. Bonjour les gars, j'espère que vous allez très bien. Ah oui, vous parlez français aussi? Ouais, nous on parle français. Hein? Bon, après, on a commencé à échanger. Ils nous ont donné le numéro, les contacts. Oui, que nous on est de Marrakech, mais actuellement on vit à Marseille. Et puis là on est en vacances à Dubaï. Et puis voilà. Mais c'est très bien, c'est bien de rencontrer des francophones. Parce que depuis qu'on est arrivé il y a 3 jours, ici c'est ram. Et puis bon, on ne comprend rien. La similarité. Quelque chose qui est en lui, qui se retrouve en lui, automatiquement, vous devenez amis. Automatiquement, la relation s'installe. Voilà pourquoi les Chinois ont compris ça. Les Chinois, ils ouvrent un restaurant en France, ils appellent restaurant sénégalais. C'est les Chinois qui ont ouvert le restaurant là en France. Mais ils ont écrit restaurant sénégalais. Quand tu arrives, toutes les serveuses qui sont là, c'est Fatou, c'est Ndengon, tu as dit, hey, champion, Nandef, Yangifi, Fodet, j'ai dit que les gars, tu entres là-bas, tu as l'impression que tu es au Sénégal. Tout le monde parle Wolof là-bas. Dès que tu atterris à Paris, on t'emmène là-bas. On dit oui, c'est là-bas. Parce que là-bas, on trouve des serveuses qui parlent Wolof. Quand tu vas pour payer, le gars qui est derrière la caisse, c'est un Chinois. Mais le Chinois, il a compris. Il sait que pour attirer les Sénégalais ici, il faut jouer sur la similarité. Il faut que quelque part les gens se reconnaissent dedans. C'est la similarité. Les hommes politiques sont très forts. Vous savez, moi j'ai étudié ici. La case qui est là-bas, c'est là-bas, je mangeais là-bas. Ils vont tout faire pour que, quand il arrive à Thiès, il va raconter une histoire où il connaît Thiès. Il arrive à Saint-Louis, il va raconter une histoire où il connaît Saint-Louis. Il arrive là-bas, ma femme est de telle région. Mes enfants, dans toutes les régions, il doit passer. Vous avez l'impression qu'il a un attachement avec la région là. Oui, mon garde-corps, il est de Kébémer. Il va toujours. La similarité et rapprochement. Tu arrives à Sandaga, le gars il te regarde, il dit que Nangadef, tu dis que Mangi Firek, dans ton Mangi Firek là, ça sent pas Wolof. Il sent que ça c'est un étranger qui a parlé. Il dit toi tu n'es pas sénégalais yo. Tu as dit bon, je suis ivoirien. Voilà. Tu es Côte d'Ivoire. Tu sais, moi aussi j'ai des amis ivoiriens. Moi j'étais à Trècheville. Le gars il va créer une similarité. Comme quoi il connaît la Côte d'Ivoire et que vraiment il y a une relation. Moi souvent on dit oui, tu es de quelle nationalité? Je dis je suis tchadien. Issé Nabré, tu sais, vous c'est la belle famille. Issé Nabré, tu sais, Issé Nabré c'est un tchadien, mais sa femme c'est une sénégalaise. C'est la belle. Moi je partais souvent manger chez lui. Hein. Tu sais, les tchadiens sont gentils. Il veut te vendre un habit. Hein. Mais il va d'abord créer la similarité d'abord.
Dis oui, tu sais, vous les Tchadiens, c'est la belle famille avec le Sénégal. Hissène Habré, sa femme, c'est une Sénégalaise. Tu sais, moi je connais très bien. D'ailleurs, le petit frère de la grande sœur, du nièce, de la tante de sa femme là, c'était mon frère. Il va créer un pont jusqu'à... pour faire un rapprochement. Ça, c'est la similarité. Si quelqu'un... Moi, j'aime bien Koli Baroum. Il dit Koli, il lance une publicité. Si c'est un serreur qui a cliqué dessus, là, il va te vendre. Il dit que si tu es serreur, il lance une publicité, mais si tu as cliqué, il voit là-bas un Diouf ou bien un Faye. Si c'est un serreur qui a cliqué sur sa publicité-là, il dit tu montes, tu descends, il va te vendre. Parce qu'il va commencer directement à te parler d'abord en serreur. Et quand il te parle en serreur, il va commencer à raconter l'histoire. Il va mettre même les produits de côté d'abord. On ne parle même pas des produits. On va parler de la famille jusqu'à... Maintenant, pour atterrir, on va atterrir sur les produits. C'est la similarité. Pour cultiver une relation, il faut créer une similarité. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas cultiver. Parce que c'est l'empathie. Donc, vous voyez, on vient de voir deux éléments hyper importants qui sont dans l'art de la manipulation. Je dis que l'art de la manipulation, de la persuasion, c'est pousser à l'action. Ce n'est pas convaincre. Ce n'est pas convaincre. C'est de pousser à l'action, c'est de persuader. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Maintenant, on va aller avancer. Comme le temps est en train d'aller vite, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai animé des séminaires plusieurs fois sur ça. Mais bon, on va aller très, très rapidement sur deuxième. On a dit le premier, dans l'art de la manipulation, c'est de cultiver la relation. Si tu veux vraiment maîtriser l'art de la persuasion, persuader les gens, il faut maîtriser l'art de cultiver les relations. Et pour cultiver les relations, on utilise deux techniques. Quelles sont ces deux techniques? La réciprocité et l'empathie. La réciprocité, c'est la générosité. Et l'empathie, c'est l'apparence ou la similarité. C'est bon? Deuxième chose, si tu veux devenir maître dans la manipulation, il faut apprendre à réduire l'incertitude. C'est-à-dire que les gens veulent te faire confiance, mais il y a un degré d'incertitude. Donc, en tant que bon manipulateur, il faut réduire le degré d'incertitude. Les gens qui doutaient de toi, les gens qui doutent de ton produit, les gens qui doutent de ton sérieux, pour un homme politique par exemple, on doute de son sérieux, il va utiliser les techniques pour réduire l'incertitude. Vous comprenez un peu? Si tu es un vendeur, il faut utiliser les techniques pour réduire l'incertitude et l'hésitation. Les gens qui hésitent encore, même dans des relations amoureuses, des relations père-enfant, père-mari, bien un papa, même mari-femme, tout ce genre de relations, tout ce qui est relations humaines. Tout. Quand tu as affaire à quelqu'un d'autre seulement, un ami, un collègue, un patron, peu importe, un partenaire, tout ça, il faut savoir réduire l'hésitation, réduire l'incertitude. Et là encore, on va voir deux autres techniques. Le temps est en train d'aller très vite. Si on finit les deux, on va arrêter là-bas et on va continuer ici. Comme ça, j'aurai le temps de mieux vous expliquer. Parce que si je prends, ça risque de prendre plus de temps qu'il faut. Parce qu'on est presque à 1 heure déjà. Donc, si je finis seulement la réduction de l'incertitude, on va arrêter pour qu'on publie et nous, on va continuer jusqu'à faire des cas pratiques après. Comment on applique ça dans la vente, dans le marketing, dans le leadership. Comment appliquer des domaines d'application concrètes, quoi. Alors, pour réduire l'incertitude, première technique, c'est l'autorité. C'est peut-être la plus petite, mais il y en a deux. L'autorité. En fait, l'autorité, c'est quoi? Quand on parle d'autorité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un certain niveau, qui confirme. Je donne un exemple. L'autorité, ce n'est pas forcément l'autorité militaire ou bien... Non. Quelqu'un qui fait autorité dans son domaine. Quelqu'un qui fait autorité. Je prends le domaine de la politique. Lesquels qui sont respectés en politique au Sénégal? Bon, ça,
Mais ils ne font pas l'unanimité. Quand je veux parler de ça, je veux parler des anciens chefs d'État. Souvent, c'est des gens, voilà, souvent, même si on a des problèmes avec eux, mais comme ils ont déjà quitté le pouvoir, ils ont laissé un pays en paix, ils sont partis. Tu vois, même si on ne les aimait pas maintenant, voilà, Abdoulaye Wade, Diouf, s'il était encore en vie, certaines qui se sont carrément retirés. Voilà, vraiment, même si on ne les aimait pas maintenant, on les respecte. Ils sont placés à un niveau, voilà. Jusqu'à même son concurrent, Macky Sall, lui a construit un stade, il a mis son nom dessus. C'est-à-dire que c'est lui-même qui s'est opposé à lui, a construit tout un stade, il a mis son nom dessus. C'est-à-dire qu'il est devenu, voilà, incontesté maintenant. Peu importe ce qu'on lui en voulait maintenant, il est passé à une autre figure d'autorité. S'il parle, les gens vont écouter. Il y a aussi des guides religieux, par exemple. Donc, vous voyez, en politique, il y a ceux qui font figure d'autorité. Ceux-là, leur parole compte beaucoup. Si pendant les élections, ou bien si les prochaines élections, les gens vont faire bruit, Abdoulaye Wade dit que demain, j'ai un message à donner au peuple sénégalais. Les gens vont faire une pause. Parce que c'est une figure d'autorité. Lui ne fait pas les choses pour lui-même. Il parle pour que ça arrange tout le monde. Les gens vont s'asseoir et écouter. C'est ça, des figures d'autorité. Il y a des figures d'autorité également dans la religion, ou bien dans des religieuses, voilà, des figures d'autorité religieuses. Ceux-là, s'ils parlent aussi, peu importe nos émotions, nos colères, quand ils font, c'est une autorité. Quand ils vont agir, ou bien quand ils vont parler, les gens vont écouter. Maintenant, on entre dans l'administration maintenant, ou bien dans le gouvernement. C'est là où on a, par exemple, la police. Ceux-là, si on met des policiers ici, partout, les gens ils savent qu'il y a des policiers, les gens deviennent sages. Même s'il est seul là-bas, il ne fait rien. Mais dès qu'on voit un policier là-bas, on devient sage. C'est une figure d'autorité. Parce que sa parole, ou bien sa présence, peut influencer le comportement des gens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'est là maintenant que les gens vont utiliser pour manipuler d'autres. Vous comprenez maintenant la manipulation? Les gens vont utiliser des figures d'autorité, ceux qu'on respecte. Les institutions, par exemple, si la FMI, ou bien le FMI, parce que c'est le Fonds monétaire, donc si le FMI dit que le Sénégal, la situation économique du Sénégal est en bon terme, tout le monde va accepter. Parce que c'est une figure d'autorité, c'est le FMI qui a dit ça. Si la Banque mondiale dit que le Sénégal, c'est un pays où il faut investir, tout le monde va commencer à investir. Parce que c'est une figure, une institution d'autorité. Je pense que vous comprenez ce qu'on appelle autorité désormais. Même dans la musique, il y a des figures d'autorité. Il y a Baba Mal, Youssou N'Dour, Kumba Gawolo, ainsi de suite. Si demain, Youssou N'Dour, il dit que Mohamed Diaye, lui, c'est la future star du Sénégal. Si lui, il parle, si c'est une autorité, parce que dans son domaine, qui est la musique, c'est une figure d'autorité. Donc, si lui, il transfère son autorité à quelqu'un, automatiquement, lui, il acquiert ce qu'on appelle de l'autorité empruntée. Il emprunte l'autorité de quelqu'un qui est figure d'autorité dans son domaine. Si Sadio Mané sort demain, ou bien El Hadji Diouf, ou bien, je ne sais pas, Aliou Cissé, ceux qui ont remporté des grands trophées pour le Sénégal, ces personnes-là, s'ils parlent bien d'un jeune, que ce jeune-là va réussir, automatiquement, ça influence même le jeune d'abord à réussir d'abord. Parce que si quelqu'un dit des paroles comme ça sur toi, voilà pourquoi les grands Zidane, quand Zidane il dit que oui, Mbappé c'est futur star, automatiquement, vous allez voir que les grands clubs vont chercher à le transférer chez eux. Quand, vous voyez tous les Vinicius, Rodrigo, c'est Ronaldo le Brésilien là. C'est lui qui les a recommandés parce que c'est une autorité dans son domaine. Donc s'il recommande quelqu'un, automatiquement la personne là, on l'accepte. Ça réduit l'incertitude. C'est ce que ça veut dire. Quand une grosse autorité se prononce sur un sujet, ça réduit les hésitations, ça réduit l'incertitude. Et c'est là maintenant que les gens utilisent pour la manipulation. Et c'est là, quand vous comprenez maintenant ça, tout le monde va aller utiliser maintenant la manipulation. Ils vont maintenant chercher à aller faire photo avec Abdoulaye Wade
pour dire que j'ai reçu la bénédiction d'Abdoulaye Wade. En fait, ça réduit l'incertitude. Qui a compris ce que je suis en train de dire? En politique, par exemple, vous allez voir, avant d'aller se présenter aux élections, les hommes politiques vont aller à Touba, vont aller prendre la bénédiction, eux tous. En fait, ça réduit l'incertitude et les hésitations et les doutes. Les doutes que vous avez sur lui, bon, s'il est allé saluer le calife général des Mourides ou bien des Tidjanes, voilà, il fait des photos avec lui, ça réduit, ça dissout les paroles, ce que les gens y pensent de négatif, ça commence à baisser. C'est ça l'autorité. Dans le business, comment ça se fait? On va prendre une figure d'autorité, souvent quelqu'un qui est connu, et on va dire, ça c'est un biscuit. Et Balagay, bon, celui qui est très fort actuellement dans la lutte au Sénégal, c'est qui? Modulo. Modulo va prendre un biscuit en main, et puis il va dire, Baknati man, Baknati yaw, Baknati yeb. Bi. Bakna. Ça m'a secret, voilà. Tous les jeunes lutteurs, demain les biscuits là, entrent en rupture. Demain, si tu rentres dans n'importe quel... Il n'y a plus ces biscuits. Parce que c'est une autorité. Dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Même le cas de Sonko, il y avait un instant qu'il avait parlé de beignets dougou. C'est quoi? Beignets dougou sont des beignets qu'on fait à base de maïs. Ok. Base de mil. Ok. Et à ce temps-là, 2-3 jours, il y avait des ruptures de beignets. Ouais, il y a rupture de beignets. Quand il a dit, juste dit ça. C'est comme Ronaldo là. Cristiano, quand il a repoussé les Coca-Cola, oui. Dans le 24 heures, il a fait des milliards. Oui. Quand il a je ne sais pas, c'était Coca-Cola, c'est ça? Ou bien, je ne sais pas, de la bière. C'était Coca-Cola. Voilà. Il avait dit que ce n'est pas bon. Et automatiquement, ça baisse le chiffre d'affaires de Coca-Cola. Les actions de Coca-Cola baissent. C'est une des figures d'autorité. On se sert de ça pour manipuler. Parce que si c'est eux qui le disent, voilà pourquoi maintenant en marketing, vous voyez souvent, on utilise maintenant des visages connus pour faire du marketing. Parce que c'est des figures d'autorité en marketing. On s'associe toujours aux personnes qui sont connues pour réduire l'incertitude. Parce qu'eux, ils sont connus. Vous comprenez maintenant la manipulation? Pour réduire l'incertitude des gens, pour réduire les doutes que vous avez dans la tête, on va aller prendre quelqu'un qui est connu. On va aller lui payer très cher. Vous voyez, les gens qu'on les paye cher pour faire la publicité des CEO, de l'eau là, on prend souvent Eladi Diouf pour faire des publicités de la marque CEO. On va prendre quelqu'un de connu pour faire la publicité de tel téléphone, de telle voiture, quelqu'un qui a un visage connu. En fait, ça, les gens ne réfléchissent plus trop maintenant. Parce que l'incertitude est dissipée. Juste par une figure d'autorité. On va prendre quelqu'un qui n'est même pas médecin. Il va porter blouse blanche. Et la personne va tenir pâte dentifrice. Il y a une pâte dentifrice comme ça qu'on ne connaît même pas. Et le gars, il va dire que oui, docteur Mohamedou Ndour, dentiste, recommande cette pâte dentifrice pour tous les Sénégalais. Automatiquement, vous allez voir que tout le monde va aller chercher cette pâte dentifrice-là. Parce que c'est une figure d'autorité qui a... Ça, c'est de la pure manipulation. C'est de la manipulation. C'est là que tu te rends compte que nous sommes tous manipulés maintenant, non? Les gens, ils savent que les beignets, que les biscuits de Modulo, les beignets de Sonko, tout ça là, si ils n'avaient pas parlé, les gens n'allaient pas acheter. Et les gens, ils savent ça. Ça existe depuis longtemps. Mais les gens n'achètent pas. Maintenant, pour inciter, pour persuader, quand je dis manipuler, c'est persuader, pousser à l'action. Pour pousser les gens à faire ça, pour pousser les gens à acheter. Mais on prend une figure d'autorité, on le met devant. Et c'est terminé. Les gens ils vont suivre maintenant seulement, sans réfléchir. C'est comme on a enlevé le cerveau des gens maintenant. Comme c'est elle qui a dit, on accepte. Pour réduire l'incertitude, c'est ça. Mais ça, vous allez dire que, bon, moi, comment j'utilise en tant qu'entrepreneur? Par exemple, nous, on a des produits qui sont fabriqués par le prix Nobel de médecine.
Ferid Mourad, qui a fabriqué certains produits. Donc quand on met Ferid Mourad en avant, on dit, lui c'est prix Nobel de médecine. Qui a fabriqué tel produit, qui a fait ça, ainsi de suite. Qui est reconnu par ça. Ça dissipe. Même si quelqu'un voulait trop réfléchir, c'est une technique de manipulation. Ça dissipe. Ça réduit l'incertitude, les doutes, les hésitations. Maintenant, il y a une autre, pour réduire l'incertitude, il y a une deuxième technique très puissante, et c'est par là que je vais m'arrêter, parce qu'on a dépassé le temps, on a dépassé les 1 heure déjà. Deuxième stratégie pour réduire l'incertitude, et c'est la plus puissante en business, ça s'appelle la preuve sociale. La preuve sociale. Alors, la preuve sociale, je vous pose une question. Et ça, c'est une expérience qui a été menée plusieurs fois, dont les résultats sont connus. Si vous passez devant 2 restaurants, dans le premier restaurant, il y a 2 personnes. Dans le deuxième restaurant, il y a 30 personnes qui font même la queue. Vous partez dans quel restaurant, si vous avez faim? Vous ne connaissez pas les 2 restaurants. Vous êtes nouveau dans la ville. Vous ne connaissez pas. Et vous arrivez là, vous voyez un restaurant dans lequel il y a 2 personnes seulement assises là-bas. Et dans un autre restaurant où il y a 30 personnes, où il n'y a même pas de place assise. Les gens sont même debout, dans la queue même. Vous êtes nouveau là-bas. Vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais mangé là-bas avant. Vous allez aller manger, vous, dans quel restaurant? Là où il y a combien de personnes? Quelles sont les personnes qui iront là où il y a 2 personnes? Ah, donc vous tous, vous irez là où il y a 30 personnes. Pourquoi? Parce que vous ne les connaissez pas. Est-ce que vous connaissez? Je vous dis, vous êtes nouveau dans la ville, vous ne savez même pas. Pourquoi vous pensez que c'est là-bas? Parce qu'il y a trop de monde là-bas. Dès qu'il y a autant de monde, bon, ça suppose que bon, ça prépare bien et c'est délicieux. Sans que vous-même, vous n'ayez fait l'expérience. C'est votre première fois dans la ville. Oui, tu veux donner une autre raison? Ok. C'est votre première fois dans la ville. Bon, la seule chose qui vous permet de décider, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes là-bas. En fait, c'est une raison superficielle que vous venez de donner, qui est vraie. Mais la raison profonde, c'est que ces personnes qui sont là-bas, vous supposez que eux, ils ont goûté et que c'est bon. C'est une supposition que vous faites dans la tête. Pour vous, vous avez dit que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais une raison que vous n'avez pas donnée et qui est en arrière-plan de votre tête, vous dites que ces personnes-là, certainement, ils ont l'habitude de manger là-bas et qu'ils ont déjà goûté. Donc, la preuve sociale, ça veut dire quoi? Oui. La preuve sociale, c'est que tu transfères ta décision aux personnes qui ont fait la chose avant toi. Donc, tu décides sur la base des décisions que d'autres personnes ont prises. Parce que toi, ta seule base de décision, c'est la décision que d'autres ont prise. Moi, je me rappelle, on se suivait. Il y avait un embouteillage sur la VDN. Et on se suivait. C'était la nuit. Et on était là, on était coincés comme ça. Et tout d'un coup, il y a une voiture qui sort de l'embouteillage, qui rentre au quartier. Quand il sort, il y a le gars là, il y a 1, 2, 3, et moi j'étais la 4e voiture derrière. La première voiture sort, parce qu'il y a une route comme ça, il sort, il rentre. La 2e suit. La 3e suit, la 4e suit. Moi je regarde comme ça. J'ai suivi et on est parti. Tous ceux qui sont derrière moi là m'ont suivi. Et on suit le gars là qui est devant là. Pour nous, il a trouvé un raccourci. Donc on suit le gars est parti comme ça, on est parti, il a tourné, on est parti, on tourne, on revient à la case de départ. Lui-même, il était en train de se chercher, mais nous, on l'a juste suivi parce qu'on suppose qu'il avait trouvé un raccourci là-bas. On est resté comme ça. Donc nous, on a tourné comme ça, on a suivi le gars, on est revenu à la case de départ. Pourquoi? Parce que nous, on suppose que lui, il connaît. C'est extrêmement important de comprendre parce que, en fait, l'incertitude est dissipée par l'expérience d'autres personnes. Voilà pourquoi quand tu veux faire confiance à quelqu'un, pour réduire
ton incertitude, tu vas te renseigner. D'abord, si d'autres... Parce que ta décision est prise sur la base des décisions d'autres personnes. L'être humain, je vous assure, en termes de manipulation, tu ne décides rien. Tu décides rien. Tu ne décides rien. Tout ce que nous décidons dans nos vies, ce n'est jamais nous-mêmes qui décidons. C'est parce qu'on a suivi les autres. En politique, on dit que les gens, ils votent. Non, même les élections, là. C'est là que vous comprenez maintenant qu'il y a la manipulation derrière. Oui, on est manipulé. Tout est manipulé. Dieu nous a manipulé, même nous. Hein. En quoi faisant? Pour nous convaincre de faire partie de ton groupe. Non, mais le monde est basé sur la manipulation. C'est là où tu te rends compte que tout ce qui est autour de nous est manipulé. Si tu ne comprends pas, bon, c'est maintenant que tu te rends compte, ah, donc c'est comme ça. Toi-même là, tu as voté, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quoi effectivement ça t'a servi, quoi. Tu as voté, bon, tu ne sais pas pourquoi tu as voté, maman. Il y a tellement de techniques de manipulation qui s'empilent, qui s'empilent. La religion encore, c'est de la manipulation. La religion, non, elle dit que là où il y a trop de manipulation, c'est dans la religion même. Je vous dis une chose. Si vous voulez la sortir dans la rue, et puis vous regardez au ciel comme ça. Tu regardes seulement au ciel, quoi. Tu ne fais que regarder au ciel. Tu regardes au ciel, après, ton voisin lui aussi va commencer à regarder au ciel. Vous êtes deux. Après, une troisième personne vient regarder. Vous êtes dans la rue comme ça, et puis vous regardez seulement au ciel. Tous ceux qui passent maintenant là, ils vont regarder. Après, tu dis qu'il y a le prophète, il y a un prophète là, je ne sais pas, prophète Ndiaye. Tu dis le nom de quelqu'un qui a porté un habit blanc qui est là-bas. Tout le monde va le voir. Ah oui, c'est lui qui est là-bas. En fait, ça veut dire quoi? L'homme lui-même, il ne réfléchit pas. Tu vas commencer à voir quelque chose que toi seul tu as vu. Les autres, ils n'ont rien vu. Mais ils sont juste en train de t'influencer. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas pour détruire la foi de qui que ce soit. Mais en fait, la plupart des personnes sont dans des religions à cause d'autres personnes. Ce n'est pas une décision personnelle. Vrai ou faux? Souvent, ce n'est pas une décision personnelle. Très rare. Et ça, c'est 83% des personnes qui sont dans n'importe quelle religion, ils le sont là-bas. Parce qu'il y a d'autres, soit ils sont nés là-bas, donc ils ont juste suivi les gens. Non, mais vous ne pouvez pas imaginer le niveau de manipulation. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et on peut le tester tout de suite. Regardez. Ça s'appelle l'expérience de H. Cette expérience que je vais vous montrer tout de suite, ça s'appelle l'expérience de H. Dans l'expérience de H, il a mené plusieurs expériences. Hein. Mais c'est une des expériences que je vais vous partager. Plusieurs expériences qui montrent que la plupart des choses que nous ne le faisons pas intentionnellement, pas de façon réfléchie, de façon personnelle. On a pris beaucoup de décisions juste en suivant les autres, même si on ne l'admet pas. Moi-même qui vous parle, je vous ai dit que dans l'histoire de la voiture, j'ai suivi comme ça des gens. Dans beaucoup de décisions que tu vas faire, tu vas suivre les gens. Quand on te demande tu vas aller étudier où, tu dis que tu vas aller étudier en France. Mais tu as suivi les gens. Est-ce que c'est ta décision personnelle d'aller en France? Non. Pendant longtemps, tu as été influencé par les choix. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, quand ils ont leur bac, c'est en France ils vont. Ils ont leur bac, c'est en France. Ou bien Canada. Dans ta famille, tu vas voir tellement de personnes aller en France, ou bien autour de toi, beaucoup de personnes que tu connais sont allées au Canada ou aux États-Unis. Toi aussi, quand tu as le bac, tu ne réfléchis pas trop. C'est là-bas où tu vas. Bonjour. Les gens, ils prennent les décisions que nous prenons. Nous allons prendre les décisions sur la base des émotions, sur la base des décisions d'autres personnes. Et après, quand nous allons nous allons justifier ça. C'est sur la base d'autres personnes. C'est-à-dire qu'à Auchan, nous, avant, on est là, est-ce qu'on aimait partir à Auchan? On achetait des trucs dans Tangana, on mangeait sans problème.
Mais bon, tu vas voir autour de toi maintenant, on va créer la preuve sociale. On va dire oui, si tu n'as pas iPhone, tu n'es pas branché. Donc tout le monde maintenant, on va diriger le choix des gens parce qu'il y a des stars. iPhone va fabriquer des téléphones et puis va donner aux stars. Et les stars, vous allez voir toutes leurs photos, face miroir, iPhone, iPhone, iPhone. Donc, toi, c'était pas ton choix. Quand tu es né, tu ne connaissais pas iPhone. Mais tellement c'est le choix d'autres personnes, ils ont tellement, tu vois, qu'ils ont choisi iPhone, 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 iPhone. Tes amis, iPhone, iPhone. Ta copine va te demander iPhone. Donc, toi, tu vas penser, non, donc tout est iPhone, iPhone. Ta copine a iPhone. Les filles, là, toutes leurs copines ont iPhone. Donc, si elles veulent demander quelque chose à leurs copains, elles vont demander iPhone. Ce n'est pas un choix personnel, en fait. Nous sommes influencés dans nos décisions par d'autres personnes. Regardez ce qui se passe. H, il a fait une expérience qu'on appelle l'expérience de conformité. Dans l'expérience de conformité, voici 3 bâtonnets. Ces bâtonnets-là, c'est le premier bâtonnet, c'est le bâtonnet A. Ça, c'est un deuxième bâtonnet. Ça s'appelle bâtonnet B. Et ça, c'est un troisième bâtonnet. Ça s'appelle le bâtonnet C. Il crée un autre bâtonnet qui appelle le bâtonnet D. Voici, Malcolm, ça sort bien. Voici ce qui se passe. Il met des personnes dans la salle. Il va mettre des gens dans la salle. Et lui, c'est le sujet de l'expérience. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc, lui, il vient d'arriver. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Mais avant que tu arrives, nous, on s'est dit des choses entre nous. Toi, entre bâtonnet A, B, C, lequel de ces 3 bâtonnets-là a la taille du bâtonnet D? A, B, C là. Quel est le bâtonnet qui a la taille de D? Toi, il a dit que c'est B. Il a dit c'est B. Lui, il a dit c'est B. Il dit que c'est B à la même taille que D. Applaudissez pour lui. Il a dit le bâtonnet B à la même taille. Oui, elle. C'est quel bâtonnet? Elle dit B aussi. Donc, applaudissez pour elle. Applaudissez pour elle. Elle, c'est quel bâtonnet? B. Ok, applaudissez pour elle. Toi, c'est B. Ok, B. Applaudissez pour elle. Toi, B. Applaudissez pour elle. Tout le monde dans la salle a dit B. C'est la taille de B qui est égale à D. Lui, il vient d'arriver. Maintenant, devant toi, on a dit tout le monde dans la salle a dit que c'est B. C'est la taille du bâtonnet B qui est égale à la taille du bâtonnet D. Toi, c'est quel? C'est A. Lui, en fait, c'est parce qu'on t'a expliqué. Mais voici les résultats, les vrais résultats de l'expérience. À chaque fois qu'on met la personne il regarde. Comment? Lui, il regarde d'abord les autres. Est-ce que les gens, c'est des gens normaux? Comment? Quand il voit c'est A qui a la taille de D. Mais comment tout le monde dans la salle dit que c'est B, donc lui commence à hésiter. Il va dire peut-être il y a un problème ou bien même si c'est ça, pourquoi tout le monde a dit D? Et tout le monde a applaudi. Donc ça va influencer sa décision. Mais devinez les résultats, 56% des personnes, c'est-à-dire que lui, on vient, on le met là, il sort, on amène une autre personne et on reprend l'expérience. Lui, il sort, on amène une autre personne qui s'assoit et on reprend l'expérience. C'est quel bâtonnet? B. Applaudissez, quel bâtonnet? Lui, on arrive sur lui. Oui, c'est B. lui aussi, il hésite jusqu'à... Il dit oui, c'est B. On a fait ça avec 100 personnes, mais plus de la moitié des personnes ont hésité. Et on finit par dire que c'est B qui est égal à D. Il n'y a que moins de 50% qui ont pris leur courage en main pour ne pas se laisser manipuler. Parce que ça, il est manipulé.
C'est-à-dire que ça, ce qu'on a fait là, c'est pour influencer ta décision en fait. C'est pour influencer ta décision. Et c'est comme ça que nous vivons. Ça, c'est Jim Rohn, je pense que. Entre les deux là, ça c'est très simple maintenant. Entre les deux cercles là, quel est le plus gros cercle? Ok, cercle A. Bon, cercle A et B. Donc, quel est le cercle qui est le plus gros? Vous êtes sûr? Voici ce qui se passe. Une autre expérience du même genre encore. On a demandé aux gens, quel est le cercle le plus gros? Ils ont dit A. J'ai dit, regardez bien. Quel est le cercle le plus gros? Tout le monde dit A. J'ai dit, vous êtes sûr? Tout le monde a dit A. Une autre expérience dit, en fait, ces deux cercles-là sont de même taille. Oui. Ces deux cercles sont de même taille. En fait, c'est juste de la manipulation. Ce n'est que de la manipulation. Tout le monde va voir que, en fait, pour influencer facilement, on va dire, oui, lui c'est A, lui c'est A, lui c'est A, lui c'est A, lui c'est A. Ou bien, on va dire, voilà, ces deux cercles-là ne sont pas de même taille. Quel est le plus grand? Les gens vont dire, A. Après, il va dire que non, les deux sont de même taille. Parce qu'on va commencer à influencer les gens. J'ai fait une expérience même où j'ai pris quelqu'un, j'ai dit, oui, lui c'est quel habit? Le premier a dit que l'habit là c'est bleu. J'ai dit lui, il dit bleu. Lui il dit bleu. Tout le monde a dit bleu. J'arrive sur le dernier, j'ai dit c'est de quelle couleur? Le gars, il a fait 1 minute. Il dit qu'il regarde, lui sait que c'est pas bleu. Mais il ne peut pas aussi dire que c'est rouge. Il sait que c'est pas bleu, mais il ne peut pas aussi dire que c'est rouge. C'est la preuve sociale. C'est-à-dire que nos décisions sont téléguidées. Maintenant, comment utiliser la preuve sociale en tant qu'entrepreneur? Voilà pourquoi ce qui est puissant dans la vente, c'est les témoignages. Les témoignages. Si quelqu'un a dit, oui, franchement, moi j'étais malade, mais j'ai consommé les produits là, mon pied qui était enflé. Après, une autre a dit la même chose, même si le produit là ne guérit pas les gens. Tellement, tu as entendu parler de ça, que ça guérit beaucoup de gens, que ça guérit beaucoup de gens. Quand tu vas le prendre automatiquement, tu seras guéri. C'est comme par magie. Parce que beaucoup de... Regardez comment c'est puissant. Un produit qui ne guérit pas, c'est l'effet placebo. On prend 2 médicaments comme ça. Le premier, c'est un vrai médicament. Le deuxième, ce n'est pas un vrai médicament. Et on donne aux gens. Et les gens qui prennent là, ils sont guéris. On dit, si tu prends ces médicaments-là, tu vas bien dormir. Pourtant, ce n'est même pas un médicament. Aucun réactif. Mais quand les gars vont avaler, là, ils vont dormir. Ils vont dire, oui, je me suis bien endormi. Pourtant, il n'y a aucun réactif dedans. Ce n'est même pas un médicament. On dit, quand tu manges ça, là, tu vas bien dormir. Parce que ça guérit déjà 3000 personnes. Il y a une histoire qui est là, et qui est vraie d'ailleurs. Il y a un pasteur qui guérit les gens. Lui, il touche ton pied, net, tu marches, peu importe ta maladie, là, il te touche et puis tu es guéri. Donc, dans l'expérience, c'est quoi? Il y a des personnes qui sont malades. Donc, pour les guérir, qu'est-ce qu'on fait? On va les mettre à la fin. Et on va commencer à guérir d'abord certains. Certains qui font malin, ils disent que oui, mon pied ne marche pas, le pasteur touche, il guérit. Ah oui, merci Seigneur, merci Dieu, merci Dieu. Le deuxième, il vient, le pasteur le guérit. Quand celui qui est vraiment malade là, quand il va arriver, le pasteur le touche, lui aussi il est guéri. Parce que c'est sa croyance. La preuve sociale va t'amener à croire. Parce que c'est la preuve sociale. Donc, si tu veux amener des gens à croire à quelque chose, il faut que cela ait des preuves. Il faut que ça marche avec d'autres personnes.
C'est extrêmement long ce sujet que je ne vais pas continuer à m'attarder dessus parce que le temps aussi est parti. Le temps est parti, mais ce que vous devez comprendre sur ces livres, parce qu'on n'est qu'à la deuxième partie. Hein. Il y a la troisième partie que malheureusement on ne peut pas voir, mais avec vous on va le voir dans la prochaine session. On va voir ça dans la prochaine session. Mais ce que je tiens à dire, déjà pour conclure à nos amis qui sont en ligne, ces livres de Robert Cialdini, très très bon livre, ça fait partie des top 3 meilleurs livres en matière de psychologie humaine, en matière de persuasion, en matière de manipulation, en matière de relations sociales. Ça fait partie, si vous devez citer 3 ou 4 livres dans le monde, en matière de relations humaines, psychologie humaine, la nature humaine, comprendre les gens, comment la société, le monde fonctionne. Ces livres-là en font partie. Très, 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 très bon livre que je vous recommande vivement de lire. Merci beaucoup à ceux qui sont en ligne, qui vont nous suivre. On est ensemble. Ciao, ciao.